Aujourd'hui, à Tribune locale, on parle de la communauté LGBTQ avec le coordonnateur de l'organisme Jeunesse Idem, Éric Bisson. Bonjour à vous à la maison. Merci d'être avec nous, soit sur les ondes de TVC Basse-Lièvre ou MaTV Outaouais. Mon nom est Mathieu Daou. Bienvenue à Tribune locale. Monsieur Bisson, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. On va parler en premier lieu de votre organisme. Jeunesse Idem, c'est un organisme sans but lucratif qui vise à améliorer la qualité de vie des jeunes âgés de 14 à 25 ans, des jeunes gays, lesbiennes, bisexuels, transsexuels, transgenres. Premièrement, parlez-nous de l'organisme, plutôt de l'historique de l'organisme. Au fait, Jeunesse Idem est dans sa 21e année. D'accord. Donc, par contre, on a été à la base un projet, devenu un programme et maintenant devenu un organisme communautaire autonome. Nous étions avec le BRA, Bureau régional d'action SIDA, dans l'éducation et la prévention pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et par la suite, avec des réflexions, on a dit, bon, on ne peut pas travailler juste avec les jeunes hommes, on va travailler aussi avec les femmes, parce qu'on réalisait que la communauté LGBTQ n'avait pas de soutien, n'avait pas d'information, n'avait pas de plateforme pour échanger. Donc, on a créé tout ce qu'on appelle Jeunesse Idem, Idem, au fait qui veut dire la même chose. Donc, c'est de donner une plateforme à d'autres jeunes qui vivent la même chose et d'échanger entre eux et entre elles sur des réalités comme le dévoilement, le coming out et tout ça. Et avec le temps, on a voulu déstigmatiser le lien homosexualité, VIH-Sida. Donc, on a voulu tranquillement s'en aller plus vers une approche globale, donc de santé globale, de prendre soin de soi, l'estime de soi, la confiance en soi aussi, toute la notion de c'est quoi être d'orientation sexuelle différente. Et donc, on a travaillé là-dessus, à évoluer, à offrir différents types d'activités d'accompagnement. Et on a réalisé avec le temps, avec les années, avec l'organisme du BRA, qui n'avait plus autant de financement pour pouvoir aller plus loin dans l'organisme de par la mission. Et tranquillement, on réalisait que les deux missions s'éloignaient. C'était différent. C'était différent. Donc, avec le travail, avec l'équipe du BRA et moi-même, on a travaillé tranquillement à devenir autonome. Donc, à devenir un organisme à part entière, ce qu'on a fait légalement depuis décembre 2013, mais physiquement et monétairement complètement depuis novembre l'an dernier. Donc, au fait, on a fêté notre premier anniversaire dans nos nouveaux locaux dans le centre-ville de Hull. Félicitations. Merci. Vous avez un local, c'est situé où exactement? Au 41 rue Le Duc. OK, d'accord. Et vous me disiez que vous êtes une toute petite équipe, vous êtes deux seulement, Oui. c'est ça? Donc, vous et un autre employé. Oui, c'est ça. Les titres, vous êtes coordonnateur. Coordonnateur, donc je fais beaucoup plus toute la notion administrative. D'accord. Mon collègue qui, lui, fait l'intervention individuelle, de groupe, les présentations. Mais évidemment que moi aussi, vu que j'en ai fait pendant des années, je donne un coup de main parce qu'à deux, on n'arrive pas du tout parce que la demande est beaucoup trop grande. Concrètement, les services que vous offrez à Jeunesse Idem, ça ressemble à quoi? Bien, nous, en fait, on travaille avec l'individu. Donc, les jeunes, 14-25 ans principalement, donc à travailler sur leur questionnement, les accompagner dans ce qu'ils vivent, parce que l'être humain est complexe. Donc, il y a plein de réalités, outre que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Mais c'est vraiment des accompagner là-dedans, de dire, ben oui, c'est normal de se poser des questions, c'est normal de se sentir seul, mais c'est pas normal de vivre ça seul. Donc, on veut les amener vers l'intervention de groupe, donc rencontrer d'autres jeunes, d'autres gens qui vivent ces mêmes réalités pour qu'ils puissent échanger et grandir, cheminer à travers ça, dans leur estime de soi, la confiance en soi. Mais c'est aussi travailler avec leurs proches, l'environnement. Donc, que ce soit les parents, les grands-parents, les tuteurs, leur donner de l'information, du soutien à ces gens-là, parce qu'il y en a plusieurs qui doivent vivre un deuil, que ce soit en lien avec l'orientation sexuelle, l'identité de genre aussi. C'est de travailler avec ces gens-là aussi, donc de les accompagner individuellement ou en groupe, parce qu'on a aussi un groupe parent, ou pour les proches. On a même des grands-parents qui viennent nous voir parce qu'ils ont besoin, ils ont le goût d'accompagner leurs petits-enfants dans ce cheminement-là. Ils veulent mieux comprendre. Puis en plus de ça, bien évidemment qu'on ne peut pas s'empêcher de faire tout le volet activité sociale, briser l'isolement, créer des liens avec d'autres gens, mais d'une façon moins formelle. Donc, c'est avec des activités qu'on peut avoir là, tous les jours, aller jouer au bowling, faire une petite soirée de jeu, société, peu importe. Donc, ça, c'est ce qu'on fait avec eux autres, mais on a aussi les camps d'été et d'hiver.
Donc, j'amène toute une vingtaine de jeunes dans un camp, pas loin d'ici d'ailleurs, au camp Sajo, à Saint-André-Avelin. Donc, on fait toute une fin de semaine sur le cheminement de soi. Apprendre à se faire confiance, apprendre à faire confiance aux autres, parce que pour eux autres aussi, c'est difficile de faire confiance aux autres. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a l'orientation sexuelle, mais il y a aussi, vous en parliez, l'identité de genre. Et je veux, bon, en entrée de jeu, expliquer, ou plutôt réexpliquer, la différence entre un transsexuel et un transgenre. De moins en moins, il y en a. Pourquoi? Parce qu'on a choisi d'utiliser le terme transgenre et transsexuel pendant un certain temps. Maintenant, on entend de plus en plus la réalité trans ou les personnes trans. Parce qu'à la base, on identifiait les personnes transgenres qui faisaient une transition au niveau du genre social. Donc, je vous apparais comme étant un homme à cause de mon allure, ce que moi, je choisis de vous présenter comme étant masculin. Donc, mon identité est masculine. Donc, je transige ça, mais j'ai encore les organes biologiques donc, de naissance. Sans opération. Sans opération. Donc, on transige au niveau du genre dans l'expression de mon genre. Transsexuel, c'est qu'on fait une transition, donc il y a changement au niveau, par exemple, avec les chirurgies pour les organes biologiques sexuels de naissance. On entend parler de la communauté LGBTQ2, donc lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, transsexuel. Donc, le Q, c'est queer. Ça veut dire quoi, ça, queer? Bien, ça, c'est encore un terme qui était pris des anglophones. Le queer, c'est un peu le... Parce que dans la vie, on a un peu cette socialisation, cette éducation-là, que tout est un peu une pensée dichotomique. Tout est un ou tout l'autre. Mais ce qu'on réalise, c'est que dans le fond, le spectre de... que ce soit l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, il y a des nuances, il y a des entre-deux. Je peux m'identifier à un homme ou à une femme, mais je peux m'identifier à ni un ni l'autre ou un peu des deux. Donc, c'est de dire comme moi, je suis un peu entre ça. Et est-ce que ça touche aussi l'orientation sexuelle? On se trouve entre les deux, donc c'est un peu de la bisexualité aussi également? Bien, au fait, le terme queer, pendant des années, a été quand même utilisé pendant... à des usages peut-être un peu plus péjoratifs. Donc, ce qui fait en sorte que c'était souvent un terme qui disait weird ou différent ou qui était négatif. Maintenant, la communauté anglophone a dit, nous, on va trouver ce terme-là et on va l'englober. À la place de dire LGBT, tu sais, toutes les lettres, on va dire the queer community. Donc, c'est devenu un terme, une espèce de parapluie pour englober tout le monde et de ne pas oublier une lettre, un chiffre, un plus ou peu importe. Donc, tout le monde est inclus. Et nous, avec les années, on a travaillé avec d'autres organismes québécois et on est venu avec la version française qui est allosexuel, qui est la même chose, mais en français. Donc, un terme unificateur pour tout le monde, pour inclure les bispirituels, hein, les personnes à deux esprits, les personnes qui se questionnent, parce que le Q, c'est pour questioning ou en questionnement, comparativement à ce qu'on pense qui est queer. Ce sont tous des identités de genre dont on ne parlait pas avant. Pourquoi aujourd'hui on en parle? Bien, je pense qu'on a accès à beaucoup plus au niveau des médias, l'Internet, les réseaux sociaux, tout ça. Je pense que c'est juste plus accessible. Ça a toujours existé. Mais maintenant, on se permet. Il y a des grandes personnalités qui ont osé le dire haut et fort. Et ce que ça l'a fait, en sorte que les gens se sont ouverts et ouvertes et ont dit, bon, ben moi, je suis tanné de me cacher, je le dis. Parce que mon orientation sexuelle, ça regarde personne, mais en même temps, ça fait partie de mon quotidien. Présenter mon conjoint, ma conjointe, d'aller à l'épicerie, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de ne pas avoir à s'inventer une double vie et de pouvoir le vivre et de ne pas être discriminé, par exemple, au travail, dans un milieu scolaire, par exemple. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est plus ouvert. On ose en parler davantage, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'homophobie, qu'il n'y a plus de transphobie, parce qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir à Genèse-Idem? Parce que je me dis que ça ne doit être pas toujours évident de prendre l'initiative d'aller chercher de l'aide quand on se questionne sur son orientation sexuelle ou son genre. Beaucoup de gens qui viennent vous voir? Oui. Beaucoup de gens. C'est sûr qu'avec la transition, on était dans un autre organisme. Maintenant, on est à part. C'est sûr qu'il y a encore des gens qui nous trouvent. Mais vive Internet, hein, les gens vont aller chercher et nous trouvent. J'ai des gens d'un peu partout à travers le monde qui nous écrivent des petits messages parce qu'ils disent, oh mon Dieu, je peux parler à quelqu'un qui me répond. Des gens d'Afrique, d'Indonésie, de la France. Ces gens-là vous trouvent sur Internet. En faisant des recherches avec les moteurs de recherche, ils trouvent jeunes gays, puis ils nous trouvent ça tombe sur l'organisme. Exactement. Fait que là, les gens vont avoir accès à ça et vont pouvoir communiquer avec nous, mais il y en a de plus en plus
comparativement quand j'ai débuté dans les années début 2000, bien, c'est sûr que la réalité, l'accessibilité, elle est là. Mais en même temps, on travaille majoritairement avec les 14-25 ans, mais il y a toutes les personnes en dessous du 14 puis au-delà du 25. Il n'y a pas d'autres organismes. Donc, on est là pour pallier et donc on ne peut pas les refuser. Et on a beaucoup, beaucoup de références du Centre intégré de santé et services sociaux avec le 811 parce qu'on est le seul organisme qui traite de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Quelles sont, M. Bisson, les questions qui reviennent? Qu'est-ce qu'on se pose souvent en tant que LGBTQ? Pourquoi moi? Pourquoi moi je suis différent? Pourquoi je ne peux pas être comme les autres? Mais en même temps, c'est toute la réalité de dire, mais ils sont où les autres? Si je me sens seul, même si je suis dans une école secondaire qui a 2000 personnes, j'ai l'impression de vivre ça seul. Même si j'en vois, il n'y a personne qui va dire « Hey, on ne se promène pas avec nos étiquettes d'orientation sexuelle, d'identité de genre. » Donc, on n'ose pas, on a peur du rejet parce qu'on a peur de la différence. Mais dans le fond, on est tous et toutes différentes. Donc, on devrait travailler sur le dénominateur commun, c'est qu'on devrait tous et toutes avoir les mêmes droits. D'être à l'école, de réussir, d'avoir un travail, d'avoir un logement, pas vivre de discrimination. Faire son coming out, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe le genre, c'est une période qui est très difficile pour quelqu'un. Quel genre d'outils qu'on donne à ces gens-là pour qu'ils puissent le faire? Bien, au fait, c'est sûr que Jeunesse IDEM, nous, on est là pour les accompagner dans leur réflexion. J'ai malheureusement pas de beau guide de dire comment faire le meilleur coming out ou c'est quoi être la parfaite lesbienne. J'ai pas ce type de document-là. Par contre, on va les accompagner dans leur réflexion et de parler avec d'autres gens qui disent « Ah, moi, j'ai fait mon coming out comme ça. Moi, je l'ai dit comme ça. » Mais souvent, on entend les gens dire « Ah oui, un tel, il nous a avoué qu'il était gay. » On n'avoue pas son orientation sexuelle. On avoue un crime, un mauvais coup. Mais on dévoile une partie de qui on est et pourtant, on ne devrait pas avoir à faire ça. On ne dit pas « Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis hétérosexuel. » Donc, c'est beaucoup à travers les messages sociaux qu'on entend qu'on s'attend ou on présume que tout le monde est hétérosexuel, à moins qu'il y ait preuve du contraire. Donc, on vit dans une société très hétéronormative. Je le rappelle, on est avec Éric Bisson, coordonnateur de l'organisme Jeunesse IDEM. On prend une courte pause et on vous revient dans quelques secondes. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie de M. Éric Bisson, un coordonnateur de l'organisme Jeunesse IDEM. Merci, M. Bisson, d'être avec nous. On parlait tantôt de transgenre, de transsexuel. Le changement de sexe, c'est de plus en plus fréquent. Est-ce que les gens qui le font ont aujourd'hui assez de ressources pour le faire? Surtout en région, non. Non? Non. Je rappelle qu'on est quand même le seul organisme ici en Outaouais qui travaille avec cette population-là. Donc, de les accompagner. C'est sûr qu'il y a quelques ressources à Ottawa. Il y a d'autres ressources avec Cap Santé, par exemple, qui est un groupe qui offre pour les personnes trans l'accompagnement pour échanger entre eux et elles. Mais quand on vient aux spécialistes pour les chirurgies, l'endocrinologie, donc pour les hormones, la plupart vont à Montréal. Donc, ils doivent se déplacer. Et sinon, pour les ressources psychologiques, donc pour avoir ce qu'on appelle le diagnostic de dysphorie de genre, pour voir comment je m'identifie, comment je me perçois comme homme ou femme, versus ce qu'on m'a donné à la naissance, il y a comme une espèce de... Il y a une brisure qui se fait, donc ça ne concorde pas. Et donc, il faut avoir une évaluation qui est faite par un psychologue ou un psychiatre. Ici, dans la région, on en a très peu. On en a 2, 3, beaucoup plus au privé. Aucune ressource au niveau public. Donc, ça doit sortir des poches des gens. Et c'est pas tout le monde qui a nécessairement l'argent parce que c'est coûteux. Donc, on n'en a pas tant que ça dans la région. Non. Donc, ces gens-là doivent aller ailleurs. Oui. Donc, ailleurs, là, peut-être qu'on a accès à plus de ressources. Donc,
oui, on a l'organisme pour poser nos questions, mais par la suite, côté médecine, il y a très peu... Oui. OK. En termes, en fait, des histoires de changement de sexe, justement, vous devez en avoir entendu. Peut-être nous parler de certains cas, rien de précis, mais qu'est-ce que les gens vous racontent sur ce qu'ils ont vécu? Ben, honnêtement, c'est drôle parce que souvent on part des gens qui arrivent chez nous ou qui ont été en lien avec une référence et que finalement on met le doigt dessus. De « Oh my God, c'est ça que je vis ». Et à partir de ce moment-là, on voit une espèce d'apaisanteur là, quitter la personne et de dire « Enfin, je sais ce que c'est, je peux mettre des mots sur quelque chose que je vis ». Et de dire, je passe de l'évaluation et je commence mes hormones. Déjà là, il y a un changement au niveau de l'attitude, au niveau de vouloir sortir. Ces gens-là, souvent, sont isolés ou ils s'isolent eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas le goût d'entrer en contact, tu sais, les interrelations, les relations amoureuses encore moins. Donc, une fois que l'hormone est là, qu'ils ont commencé à faire certaines chirurgies, que ce soit la phalloplastie, la vaginoplastie, la mastectomie, donc enlever les seins, ça aussi, ça fait toute une différence parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent enfin se promener et être eux-mêmes et elles-mêmes. Et donc, ça change toute leur attitude. Et on voit vraiment le changement de la personne qui était assise chez elle, qui faisait rien, plutôt que juste consommer, voir du noir. Et maintenant, être en pleine action partout, à l'école, au travail, tout ça. Donc, on voit vraiment tout le changement que ça fait, même si toutes les opérations ne sont pas terminées, parce que c'est pas tout le monde qui font toutes les opérations non plus. Et quand on arrive au résultat final, est-ce qu'en termes de changement, c'est vraiment très concret? Est-ce qu'un homme peut vraiment ressembler à une femme et vice-versa? Oui, mais en même temps, c'est la question de se poser, c'est qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Oui. Donc, mais oui, est-ce que la personne ressemble ce à quoi elle veut réellement ressembler? Je peux peut-être reformuler ma question. Oui, définitivement. Puis c'est sûr que je ne rentrerai pas dans tous les détails techniques comme je le fais avec la faculté de médecine, par exemple, quand je leur donne des formations. C'est assez complexe. Mais c'est assez complexe. Mais oui, c'est très bien réussi. Le degré de réussite est super. Tu sais, le pourcentage de réussite est très bien. C'est sûr que c'est important d'avoir un soutien psychologique aussi, un soutien social, parce que la transition ne se fait pas du jour au lendemain. Non. Ça s'étale sur plusieurs années. Et donc, toutes les transitions, autant au niveau d'expression de genre, comme ce que j'apparais à vous, par exemple, et aller jusqu'aux opérations, ça peut être douloureux. Entre chaque opération, il y a un temps de récupération. Et il y a toute une équipe à Montréal, par exemple, dans les cliniques à Montréal, qui prennent bien soin de ces gens-là et tout ça. Donc, on va le faire. Mais ces gens-là, vraiment, ils voient, enfin, c'est comme recommencer leur vie à zéro, en n'oubliant pas ce qui s'est passé. Ça fait partie de qui ils sont, c'est la même personnalité, mais enfin, ils et elles peuvent vivre au grand jour et avec beaucoup plus de bonheur. Et donc, on voit moins d'états psychologiques négatifs, donc moins de dépression, moins de tentatives de suicide et malheureusement de suicide parce qu'on voit ces chiffres-là assez hauts dans cette population-là. Bon, sensibiliser la population de l'Outaouais, ça fait partie de votre mission, de votre mandat. En termes d'acceptation des orientations sexuelles, des genres, aujourd'hui, en 2017, on en est rendu où, selon vous? C'est sûr que malheureusement, les recherches ne sont pas toutes à jour, mais on voit qu'il y a quand même un bout de chemin qui est fait. On s'entend, il y a de l'évolution. Par contre, on parle plus de tolérance que d'acceptation. Il y a une petite marge entre les deux. Donc, oui, les gays, oui, tu es gay, oui, tu es lesbienne, mais fais pas ça devant moi. Oui, c'est ça. Le syndrome de pas dans ma cour. On peut avoir des amis gays ou lesbiennes, puis il y a des parents qui disent, ben oui, j'en connais plein, mais quand ça vient que c'est leurs enfants, c'est différent. Il y a toute une perception encore un peu erronée de, ben c'est-tu parce que j'ai pas été un bon parent, trop présent, trop couveur, couveuse. Il y a toutes sortes de choses. L'orientation sexuelle ne se décide pas. Ça fait partie de qui on est. Et en même temps, c'est de dire comment accompagner les personnes à juste vivre et cheminer comme être humain et s'épanouir dans l'amour. Il n'y a rien de plus beau que d'aimer et être aimé en retour. Vous parlez de parents. Est-ce que vous ne pensez pas que cette mentalité-là pourra éventuellement changer si on modifie la façon de penser directement au sein du nid familial? Certainement. Je pense qu'on voit déjà, avec les différentes générations, on voit beaucoup de changements. Il reste un peu de chemin à faire, ça c'est sûr. Mais tant sur temps qu'on ne se questionnera pas un peu sur c'est quoi être homme, c'est quoi être femme, pourquoi il y a des jouets d'hommes, de garçons puis des jouets de filles quand je vais dans les magasins à grande surface. Mais de dire,
c'est des enfants qui doivent évoluer. On le voit avec tous les métiers traditionnellement pour les hommes ou pour les femmes. Maintenant, il y a un peu de tout. On voit des femmes policières, on voit des hommes qui restent à la maison pendant que la dame retourne au travail ou des choses comme ça. On voit de plus en plus des familles homoparentales, donc 2 pères, 2 mères qui ont des enfants, qui arrivent à la CPE, arrivent avec les enfants, arrivent à l'école. Toute la réalité trans aussi qui est là. Donc, tranquillement, on le voit de plus en plus parce que les gens sortent de l'ombre. C'est plus comme dans les années où c'était toute la chasse aux sorcières qui était très, très, très présente. On l'a vu justement avec ce qui s'est passé dernièrement, là, les excuses. Oui, justement, en parlant de ces excuses-là, on va mettre en contexte, le premier ministre du Canada a fait ses excuses aux Canadiens, aux Canadiennes qui ont été poursuivis en justice, chassés de l'armée ou congédiés de la fonction publique à cause de leur orientation sexuelle. Il faut le dire, depuis les années 50, c'est un peu une chasse aux sorcières, on peut dire. Bon, est-ce que c'est un geste, est-ce que ces gestes-là sont pardonnables, selon vous? Bien, je pense qu'il faut accepter que c'est arrivé puis être capable de passer à autre chose. Parce que c'est une tentative de réconciliation. Est-ce que vraiment on va réussir à réparer le passé? Oui, mais rappelons-nous aussi que c'est Trudeau le père qui a décriminalisé l'homosexualité en juin 69 avec le Bill Omnibus. Donc, je pense que c'est encore plus symbolique aujourd'hui que ce soit Trudeau le fils qui offre ses excuses après toutes ces années-là. C'est sûr qu'il y en a qui sont encore dans la souffrance, puis il y en a que ça a causé beaucoup de détresse psychologique, de perdre ton identité, ton emploi, de te faire regarder comme si c'était un criminel. Pourquoi? Parce que tu t'adonnes à aimer quelqu'un du même sexe que toi. Donc, c'était tout, oui, justement, cette chasse aux sorcières-là, mais en même temps, c'est de dire, on ne peut pas effacer ce qui s'est passé. On ne peut pas effacer l'Holocauste, mais on peut faire en sorte qu'aujourd'hui, on va grandir, on va cheminer positivement pour que les gens n'aient plus à souffrir par rapport à une différence quelconque. Il reste quelques minutes, je vais parler de quelques sujets en rafale avec vous. Premièrement, il y a un focus group pour les adultes de 23 à 35 ans qui va se dérouler le 6 décembre. Ça va peut-être être passé quand vous allez écouter l'émission. En fait, ça va être passé quand vous allez écouter l'émission. C'est quoi l'objectif de ce focus group-là? Bien, comme j'ai dit tantôt, il y a plusieurs personnes qui nous appellent, qui veulent avoir de l'accompagnement. Et on réalisait qu'il y avait plusieurs personnes d'âge au-delà du 25 ans et qui nous appelaient, mais qui ne pouvaient pas nécessairement intégrer le groupe, mais qui avaient besoin d'un soutien. Donc, on essaie de trouver une façon d'intégrer, et dont le 23-35 pour permettre l'espèce de période tampon entre le groupe jusqu'à 25 ans, donc le 23-35, et pour former un groupe avec eux pour parler de toutes les questions de justement homoparentalité, le travail, être un professionnel et être ouvertement out, si on veut, là, ou dévoiler son orientation sexuelle. Donc, c'est quoi les enjeux? C'est quoi le soutien? Parce que les gens ont beau dire, avec aujourd'hui, il y a de moins en moins d'espace de la communauté gay, donc des bars proprement dit gays. Donc, les gens ont beaucoup de difficultés. C'est beaucoup sur les applications, tout ça. C'est pas juste des agences de rencontres. Les gens veulent socialiser, veulent voir des vraies personnes. Et donc, c'est à cette demande-là qu'on veut aller chercher un peu le pouls de quel genre d'activité ils veulent faire. Activité intéressante, c'est des soirées drague cabaret au bar Le Petit Chicago dans le Vieux-Hall. Oui. C'est une façon de financer un peu l'organisme, c'est bien ça? Oui, bien c'est sûr, c'est un partenariat qui s'est fait avec Le Petit Chicago, qui est l'un de nos 18 partenaires alliés. Donc, c'est toutes ces entreprises, bars, cafés, restos, qui s'identifient avec un autocollant arc-en-ciel allié et qui veut faire sa part dans la communauté. Pas juste de dire on fait quelque chose pour Jeunesse STEM, mais ça fait aussi de l'éducation, de la sensibilisation. Ça crée un moment ou un lieu où les gens peuvent se sentir à l'aise et être eux-mêmes et elles-mêmes, y aller avec leur conjoint, leur conjointe. Et évidemment, ben, pourquoi pas le plaisir avec un show de drague, drag king, drag queen. Pas obligé d'aller au Cabaret Mado, on peut venir au Petit Chicago, ici à Gatineau, et de vivre cette expérience-là. Très impressionnant. Toujours 2 spectacles en soirée, et ça fait en sorte que les gens peuvent vivre un bon temps, mais en même temps, les artistes remettent une partie des recettes à l'organisme Jeunesse STEM. C'est nouveau, une infolettre avec toutes les informations. Les gens, comment ils peuvent avoir accès à cette infolettre? C'est sûr qu'on peut aller à travers Facebook, c'est beaucoup plus rapide. Notre site web est en reconstruction, manque financier et tout ça. Donc, on peut aller sur notre page Facebook, on peut nous envoyer un courriel, évidemment, ou nous appeler pour l'avoir accès. Mais cette infolette-là, c'est pour donner de l'information sur les activités, les formations, les ateliers, ce qui se passe dans la communauté aussi, mais aussi ce qui se passe ici en Outaouais avec nos partenaires alliés, ce qui s'en vient et ce qu'on veut faire, par exemple, Journée internationale de lutte contre l'homophobie, transphobie. Super.
Éric Bisson, coordonnateur de l'organisme Jeunesse Idem, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Puis longue vie à l'organisme. On espère que cette mentalité-là changera au cours des prochaines années. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres cette semaine pour Tribune Locale. Vous avez des questions, des commentaires, nouvelles avec un S à commercial tvc.qc.ca. Je m'appelle Mathieu Daou. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Ça, c'était terrible. C'était tout en feu. C'était épouvantable. C'était un gros feu. Le feu était en plein milieu du village. Le 20 avril 1965, Buckingham connut le pire feu de son histoire. Le brasier dura une journée entière et détruira pas moins de 6 commerces. Entre M. Landry et M. Tremblay, il avait construit un théâtre. M. Matt avait construit un théâtre. C'était là que le feu a pris. C'était comme une fenêtre de nettoyant qui avait été placée pas loin d'une fournaise. Quand on s'est levé le matin, tout le monde dans la rue, puis là, hey, le feu, puis on le voyait de chez nous. Parmi les 6 commerces détruits, on y trouvait la pharmacie Renault. Son propriétaire, M. Pierre Renault, ainsi que les pompiers sur place, avaient espoir que le feu serait contenu et que les dommages seraient moindres. Et je suis sorti et là, j'ai rencontré Monsieur Matt, c'est Pierre, ne crains rien, il y a 2 murs de briques entre chez toi et le feu. Et je suis certain que les pompiers vont être capables de contrôler. Mais là, vu que le vent poussait vers le sud, le feu s'est propagé et s'est rendu jusqu'au continental. L'événement attira les foules, mais aussi il incita certains citoyens à prêter main forte aux pompiers à leur façon. Ah, il y avait une foule, le monde se ressemblait à tout. Fallait aller voir ça. Hein? C'était tout un événement dans Buckingham. On n'avait pas besoin d'être habillé chaudement pour rester là, puis on va regarder le feu. Fait que moi, j'ai dit, moi, on va aider à aller chercher du café. On allait chez Tremblay, là, le Cozy Tea Room. Fait que on allait chercher du café là, puis ils nous donnaient des caisses de café, des boîtes de café, puis on allait les porter.